Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputé Marie-Pierre Védrenne sera l'invité de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer les négociations sur le Brexit. L'Europe et son fonctionnement, nous vous parlerons du Parlement européen. L'Europe dans notre quotidien, on vous dira tout sur la fin du géoblocage. Les expressions populaires, être fou, les Français disent avoir une case en moins. Que dit-on ailleurs? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans votre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Les droits de l'homme en Europe, la liberté d'expression, tout un programme. Je reçois aujourd'hui Marie-Raphaëlle Migné, coordinatrice jeunesse à la Maison de l'Europe des Yvelines à Saint-Germain-en-Laye. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Candice Radieux du lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye-Chambourcy. Bonjour. Bonjour. Ensemble, nous allons revenir sur un séjour que vous avez fait en Allemagne, à Bad Marienberg, précisément, autour des droits de l'homme. Marie-Raphaëlle, quel était l'objectif de ce séjour ? Alors, c'était un séjour qui s'inscrivait dans le cadre du programme Erasmus, Erasmus+, comme on dit maintenant, et en fait, qui est un séminaire, un échange de jeunes de 8 pays différents, donc 60 jeunes qui viennent de différents établissements scolaires, et qui se regroupent pendant toute une semaine à la Maison de l'Europe de Bad Marienberg pour effectuer des ateliers, des jeux de rôle autour de cette thématique des droits de l'homme et des diverses libertés. Comment les participants ont-ils été choisis pour ce séjour ? En fait, c'est sur la base du volontariat, c'est-à-dire que moi, je suis pas enseignante, et en tant que coordinatrice jeunesse de la Maison de l'Europe des Yvelines, je m'adresse à différents établissements saint-germanois. Et cette année, j'ai choisi une délégation du lycée agricole où différents élèves se sont portés volontaires. Donc j'avais 7 jeunes avec moi. Et de quelle manière les avez-vous préparés ? Alors, je les ai rencontrés dans leur établissement pour leur expliquer le contenu du séminaire. Parce que c'est vrai qu'en France, on est très éducation formelle, où les jeunes ne sont pas forcément acteurs de leur formation. Donc là, c'était les préparer au fait que pendant une semaine, ils n'allaient pas être statiques sur une chaise à écouter une conférence sur les droits de l'homme, mais qu'ils allaient devoir eux-mêmes participer et créer les contenus de formation. Et quels ont été les temps forts de ce séjour en Allemagne ? Alors, il y a eu un atelier qui était en fait une simulation de cyberharcèlement, qui a pas mal plu aux jeunes, parce que c'est pas toujours évident, notamment des jeunes plutôt bienveillants, de se mettre dans la peau du harceleur. C'est pas évident. Il y a eu des débats assez enlevés autour de thématiques comme le mariage pour tous, l'avortement, le mariage entre personnes de différentes religions. Et il y a eu aussi un repas partagé où chaque délégation faisait découvrir des spécialités de son pays, où les jeunes se sont beaucoup rapprochés et c'était vraiment très sympa. Il y a eu aussi plantation d'un arbre, concours de karaoké, voilà, il y a eu c'était divers et varié. C'est bien ce que je dis, on est dans l'action, pas que dans l'écoute. Et vous, Candice, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce voyage ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est déjà l'accueil des Allemands. Parce que les Allemands, la délégation allemande, c'était une délégation qui était, comment on pourrait dire, très accueillante. Et ouais, c'est surtout ça qui m'a marqué. Et vous, en dehors de la structure, comment vous vous êtes préparé à ce voyage ? En fait, avec ma prof d'anglais, déjà, on avait commencé à revoir un peu les bases en anglais. Oui, parce que l'anglais est la langue de communication du séminaire. Comme il y a 8 nationalités, tous les échanges se font en anglais. C'est la langue internationale. Et puis, après, je me suis pas vraiment préparée, on va dire, Voilà. C'est fait naturellement, finalement. Exactement. Oui, ils ont été tous très spontanés, c'était très bien. C'était aussi l'objectif, j'imagine. Exactement. Pas besoin de les formater à quel ou quel... C'est ça, je voulais pas qu'ils soient nécessairement préparés à chaque étape du voyage. Et le fait de rencontrer des homologues, des lycéens européens, ça fait quoi ? Quel thème vous avez abordé ensemble ? On a abordé le thème de l'humanité, c'était sur l'humanité. Et c'était assez enrichissant parce qu'on ne pense pas tous la même chose. D'un pays à l'autre, on a tous nos règles, nos lois. Et c'est vrai que d'un point de vue culturel, c'est pas la même chose. Et justement, d'expliquer que vous n'avez peut-être pas le même avis que votre voisin allemand,
Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que vous comprenez leur vision aussi? Des fois, non. Il y a des fois où c'était un peu, il y en avait, ils étaient un peu trop, on va dire, trop dans l'excès. Radicaux C'est peut-être? ça, voilà. Il y a eu des débats sur la peine de mort, C'est ça, un oui. petit peu enlevé. Un peu bon, oui. Ça a été un peu loin. C'est ça. Oui. Mais non, sinon après, bon, bah, on respectait les choix des autres et c'était aussi sympa de savoir eux ce qu'ils pensaient. C'est vrai que c'est toujours une question qu'on se pose, mais aussi qui est finalement vraie. Est-ce que ça fait grandir ce genre d'expérience? Oui, beaucoup. Est-ce que ça fait réfléchir, ça fait prendre du recul, comprendre où on vit aussi, dans quel pays on vit en allant Oui. voir ailleurs? Oui, exactement, oui. Ça nous permet de voir comment les autres nationalités dans leur pays ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'on retient finalement après de tous ces échanges? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué particulièrement? Ce qui m'a surtout marqué, c'est la nourriture de l'Allemagne. On en revient toujours à là. En tant que Français, la nourriture, c'est très important. Ça. C'est ça. Oui, parce que dès le matin, avoir de la charcuterie sur la table, tous les matins, c'était un peu, au bout d'un moment, voilà. Et puis, non, et puis après, sinon, l'Allemagne, moi, je trouve que c'est un pays qui ressemble beaucoup à la France. Il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de campagne aussi. Et c'est ce qui m'a plu aussi là-bas. Il y a un thème en particulier qui vous a intéressé dans les échanges et les débats, hormis la nourriture le matin? Non, pas plus que ça. Vous en retenez le souvenir que vous retenez globalement de ce séjour? Des rencontres, Oui, les rencontres avec les Allemands, oui. Et aussi avec les Espagnols, avec qui on s'est beaucoup entendu dès le départ. Les latins entre eux, ça C'est fonctionne ça. toujours bien. Vous allez dire le côté latin rapproche. C'est ça. Marie-Raphaël, l'accent était souvent mis sur le partage d'expériences et Ouais. d'interactivité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sous quelle forme? En fait, il y a beaucoup de jeux qui s'assimilent à des jeux de rôle ou à des jeux participatifs. C'est-à-dire qu'il y a des animateurs qui donnent des règles, qui encadrent, mais qui restent là aussi en tant qu'observateurs, plus qu'en tant que maître du jeu ou formateur. Donc les jeunes eux-mêmes décident un peu de la tournure que prend l'atelier. Et ça reste aussi libre. Enfin, je pense souvent à des lycéens français qui doivent assister à des cours, et puis de 8h30 à 9h30, quoi qu'il advienne. Là, si une activité ne leur plaît pas, ou s'ils se le sentent pas, ou si c'est un thème qu'ils souhaitent pas aborder, ils peuvent aussi ne pas le faire. Donc ça, j'ai trouvé ça très agréable et très bien fait pour des lycéens. C'était des thèmes aussi assez durs, assez Tout à fait. compliqués. Je rappelle solidarité, égalité, inclusion sociale, liberté d'expression, liberté de religion. Ouais. C'est lourd à aborder tous ces termes dans ce séjour. Oui, c'est très lourd et en revanche, on se rend très vite compte que les jeunes d'abord sont bien informés et surtout que je pense aux jeunes qui venaient de Hongrie, de Pologne, de Lituanie, qu'ils sont en train de grandir dans des pays qui ont pris des virages droite, extrême droite, et du coup que ça a conditionné aussi l'éducation et les mentalités. Alors on a des jeunes très ouverts, ça reste des jeunes qui ont envie de dévorer le monde et de découvrir plein de choses, mais on sent cette empreinte-là et c'est assez troublant. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce séjour? Parce que c'était pas la première fois que vous faisiez un séjour de ce... Non, c'était la 3e fois. Et ce qui m'a marqué, ça a été la bonne volonté des jeunes, pas parce qu'ils sont là avec moi, mais parce que c'est vrai. Ils ont vraiment participé aux ateliers, même quand c'était dur, même quand ils se sentaient pas au niveau en anglais. Ils ont vraiment fait ce qu'il fallait, ils ont mis beaucoup de bonne volonté. Et ça, c'est quelque chose qui me trouble à chaque fois. C'est qu'au début, ils sont toujours un petit peu réticents, je vais y arriver. Et finalement, tout le monde se prend au jeu et c'est très, très agréable. Oui, finalement, c'est ça, on a un peu cette côté timidité avec notre accent anglais à couper au couteau et c'est ça. On arrive à se lâcher. Puis on se rend compte qu'on n'est pas les seuls, qu'il y en a des meilleurs que nous, qu'il y en a des pires que nous, puis surtout qu'on nous comprend et que personne se moque. C'est ça, et ça c'est aussi une leçon qu'on retient, c'est-à-dire qu'on peut s'exprimer, même si on se trompe, l'important c'est de pouvoir s'exprimer. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que vous avez raconté peut-être à vos parents quand vous êtes rentrés? Rien. À part la charcuterie. Le souvenir peut-être même de la ville, Bad Marienberg, à quoi ça ressemble? Des choses comme ça? Le souvenir que je leur ai raconté, c'était... en fait, ce qui m'a surtout marqué, c'était la fois où on avait fait une activité. En fait, on devait faire l'arbre de l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'était un dessin. Voilà. C'était une œuvre artistique. Et on devait marquer, en fait...
on peut tout ce qui nous faisait penser à l'humanité. Et après, j'aurais parlé aussi du fait qu'avec, même si on parle pas tous la même langue, on arrive tous à se comprendre. Et je trouve ça magique parce que on n'a pas la même nationalité, mais pourtant, on se comprend. C'est un beau message d'union. Merci beaucoup, Marie-Raphaëlle Mignet, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes coordinatrice jeunesse à la Maison de l'Europe des Yvelines à Saint-Germain-en-Laye. Merci à vous. Merci également à Candice, un radieux du lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye-Chambourcy. L'Europe et son fonctionnement, on s'intéresse au Parlement européen avec la Maison de l'Europe et le centre d'information Europe Direct. Zone Europe, c'est quoi ? Olivier Genouex, vous êtes responsable du centre d'information Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. C'est quoi le Parlement européen ? Le Parlement européen, c'est l'institution la plus démocratique de l'Union européenne. C'est l'institution qui a pour vocation de représenter les citoyens européens dans le schéma institutionnel qu'est l'Union européenne. Donc, tout simplement, on y élit tous les 5 ans nos représentants, qui sont les députés européens. La dernière élection a eu lieu en 2019. Actuellement, il y a 705 parlementaires européens qui siègent au niveau du Parlement européen, et ces parlementaires ont un rôle, c'est de voter l'ensemble de la législation européenne qui va s'appliquer à la fois aux institutions, aux États et aux citoyens. Et donc, comme je le disais, c'est une institution qui est démocratique et qui est justement, c'est ce caractère démocratique qui est très important, car c'est la seule dans le triangle institutionnel qui le fait. Au niveau de la procédure législative qui s'applique au niveau du Parlement européen, à la différence de ce qu'on peut connaître en France, où on a l'habitude d'avoir l'Assemblée nationale et le Sénat d'un côté, le Parlement européen va représenter grosso modo l'Assemblée nationale. Après, ça s'organise un peu de la différente manière, ça s'organise un peu de la même manière, dans le sens qu'on a les députés, lorsqu'ils votent les textes, ils sont réunis dans ce qu'on appelle une plénière, quand on les voit donc tous dans l'hémicycle ou l'Assemblée, et où ils votent soit à main levée, soit via les machines. Et ils sont aussi répartis en commissions et sous-commissions en fonction de l'intérêt des différents parlementaires. Là où un point qui peut être très intéressant, c'est que on peut, nous en tant que citoyens, on peut s'adresser à son parlementaire européen de la circonscription dans laquelle on se trouve, mais on a tout à fait le droit, et on a d'autant plus raison de s'adresser à des parlementaires européens d'autres pays ou d'autres circonscriptions. Par exemple, on peut avoir un parlementaire qui peut être spécialisé sur une thématique très spécifique, mais nous, en tant que citoyens, on peut être concerné par un autre, on peut être intéressé par les travaux d'un autre parlementaire. L'eurodéputé Marie-Pierre Védrenne est l'invité de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer les négociations sur le Brexit. Zone Europe, l'invité politique. Marie-Pierre Védrenne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes eurodéputée, membre du groupe Renew Europe, et vous êtes vice-présidente de la commission du commerce international au Parlement européen. Alors à l'heure où nous enregistrons cette émission, les négociations du Brexit sont toujours dans l'impasse. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier. Nous sommes en pleine période de transition, et ce jusqu'au 31 décembre prochain. Pour l'instant, ce sont toujours les règles de l'Union européenne qui s'appliquent. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps ? Je rappelle que les Britanniques ont dit yes au Brexit le 23 juin 2016. Pourquoi ça prend autant de temps ? Parce qu'en fait, nous avions une relation très particulière. Nous avions construit un contrat de mariage. Il a fallu faire en sorte d'abord de négocier le divorce. Et maintenant, il nous faut établir notre future relation. Et quand vous êtes alliés depuis de longues dates, forcément, ça doit prendre le temps de long parce qu'il faut mesurer les conséquences dans tous les domaines. On parle énormément de la question de la pêche parce que c'est un sujet sensible à l'heure actuelle, mais il y a les questions aussi de recherche, il y a les questions de sécurité, il y a les questions d'énergie. Donc il y a plein de points à voir. Donc c'est important que les négociations prennent du temps et c'est important que, comme vous le signifiez, la période de transition va se terminer à la fin de l'année, que nous ayons des solutions pour dresser notre nouvelle relation qui est certes maintenant en dehors de l'Union européenne, mais il faut trouver des solutions qui soient justes pour l'ensemble des parties parce que l'Union européenne et les citoyens européens, les entreprises européennes n'ont pas à subir la décision des Britanniques que nous respectons. Vous en avez listé, il y a pas mal de sujets sur lesquels portent les négociations. Qu'est-ce qu'on doit choisir, décider ? Où sont les points qui bloquent le plus ?
À l'heure actuelle, en fait, il y a 3 points qui sont extrêmement sensibles dans cette fin de négociation. Donc, je l'ai évoqué, la question de la pêche, c'est-à-dire la question de l'accès aux eaux britanniques versus l'accès du marché intérieur. C'est un petit peu ça les points d'achoppement sur la négociation. Il y a les questions de gouvernance de manière globale, comment justement nous avons dessiné un accord de commerce mais qui ne met pas à mal les autres sujets. Et puis les questions générale, de libre, de ce qu'on appelle dans le jargon européen le level playing field, c'est-à-dire une concurrence qui soit juste, qui soit loyale. Et là aussi, on a préservé une unité européenne sur ce dossier jusqu'à présent, il faut qu'on continue. Et nous, ce qu'on dit aux Britanniques, c'est que si vous voulez un accès à notre marché, si vous voulez donc 0 quota, 0 droit de douane, nous on ne veut pas de dumping. On ne veut pas de dumping sur le terrain social, sur le terrain fiscal, environnemental. Et on comprend que les Britanniques, ils cherchent à diviser l'Union européenne pour avoir un accord qui leur soit favorable. Si aucun accord n'est trouvé ou signé d'ici le 31 décembre, ce ne seront plus les règles européennes qui seront appliquées, mais celles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Quelles seraient les conséquences d'un no deal ? Davantage de taxes, de contrôle de part et d'autre de la Manche, moins de coopération entre les pays, c'est ça ? Effectivement, vous avez raison de souligner que si nous n'avons pas de deal, ce sont les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et on sait bien que l'Organisation mondiale du commerce, elle a aussi à l'heure actuelle quelques difficultés, donc ça sera compliqué d'avoir une relation qui soit aussi fluide. Moi, je vais vous donner des exemples concrets. Je suis originaire de la Bretagne. Donc la Bretagne, elle coopère et nous échangeons énormément de produits avec nos amis britanniques. Quand vous avez des produits frais qui du coup vont sur le marché britannique. Mais vous avez tous les contrôles des étiquettes, savoir si les produits phytosanitaires aussi, tout ça est contrôlé. Et quand vous remettez en place une frontière, en fait, il est légitime de contrôler davantage les produits qui rentrent sur votre marché. Et ça sera dans les deux sens. Donc il faut être prêt dans les deux cas. Du côté de l'Union européenne, et en tout cas aussi du côté de la France, on s'est préparé à toutes les éventualités, notamment aussi un no deal. Et donc c'est pour ça que, par exemple, il y a eu des infrastructures et des investissements pour les ports en Bretagne. Et puis c'est le cas dans d'autres régions. Donc maintenant, c'est aussi aux côtés britanniques de nous démontrer qu'ils seront prêts à faire eux aussi face à un no deal s'ils n'acceptent pas les conditions qui sont posées par l'Union européenne. Et est-ce que eux, les Britanniques, ils risquent d'être isolés en cas de no deal ? Ce qu'il faut voir, c'est que en fait, qui a le plus à gagner, qui a le plus à perdre dans les négociations ? Les Britanniques ont beaucoup à perdre parce qu'ils sont effectivement dépendants du marché européen, que ce soit sur les questions des biens, mais aussi la question des services. Donc ils ont plus à perdre. Maintenant, il faut que nous, on arrive à préserver l'unité européenne. Et c'est ce que cherchent à faire les Britanniques, à nous diviser, parce qu'ils savent que nous avons parfois des intérêts différents. Alors, je citais la Bretagne, forcément la question de la pêche elle est sensible. Pour des Slovaques, la question de la pêche elle est moins importante. Donc Michel Barnier, toute la difficulté qu'il a, c'est comme il a réussi jusqu'à présent, il faut qu'il préserve l'unité européenne. Vous avez parlé donc du sujet de la pêche. Les Britanniques disposent de ce moyen de pression particulier. C'est l'un des principaux points de blocage, on l'a rappelé, entre Londres et Bruxelles. Les eaux britanniques sont très poissonneuses, mais faute d'accord, les pêcheurs de certains États comme les Français, les Néerlandais ou encore les Belges n'y auront plus accès. Pourquoi la pêche est-elle si cruciale finalement et quels sont les leviers britanniques et européens sur ce sujet pour débloquer la situation ? Alors en fait, quel est le levier sur la pêche pour les Britanniques ? C'est qu'en fait, ils ont accès à la ressource. Elle est dans leurs eaux. Et du côté européen, quel est notre poids dans la négociation ? C'est que nous avons le marché où ils vendent leurs poissons. Donc maintenant, il faut trouver un juste équilibre et un juste accord en leur disant si vous ne nous donnez pas accès à justement la ressource, vous ne viendrez pas vendre cette ressource sur notre marché intérieur. Et ils ne peuvent pas dire on va le vendre à d'autres pays. C'est tout le risque justement et c'est ce qu'ils ont aussi commencé à préparer déjà depuis plusieurs années et notamment les Écossais. Donc maintenant il faut que l'Union européenne et tous les États qui ont des intérêts fassent front commun pour leur dire non à l'accès au marché intérieur s'ils ne permettent pas d'accéder à la ressource. Puis derrière il y aura des questions qui vont se poser parce que si nous n'avons plus accès suffisamment à la ressource, il peut y avoir des conséquences sur notre flottille. Donc tout ça, ça a des conséquences bien sûr sur les pêcheurs, ça a des conséquences sur la filière
ensuite en aval. Et c'est important que l'Union européenne reste unie sur cette question. Après, la pêche, c'est un sujet, mais il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte beaucoup plus larges. Le Royaume-Uni exporte près de la moitié de ses produits vers le continent européen, alors que l'Union européenne, elle, n'exporte que 8% de ses marchandises. Il y a donc moins de dépendance. Oui. Est-ce que c'est simpliste de dire que le Royaume-Uni a plus à perdre que l'Union européenne en cas de no deal ? C'est un argument que nous avançons, en tout cas, de leur dire qu'ils ont plus à perdre parce que ils n'étaient pas non plus préparés à toutes les éventualités. Et comme vous l'avez souligné, ils sont plus dépendants du marché intérieur européen que nous sommes dépendants de leur marché. Maintenant, il faut bien voir que tout l'enjeu, c'est d'instaurer aussi une situation de concurrence loyale, parce qu'on sait aussi qu'ils ne seront plus soumis, par exemple, aux aides d'État et à toute la législation européenne. Donc c'est comment on rétablit une concurrence qui soit la plus loyale possible et faire en sorte que nous n'ayons pas justement un État à nos frontières qui ne respecte pas les mêmes règles. Et ce qu'il faut voir, c'est que d'habitude, quand on négocie justement un accord de commerce avec un partenaire, c'est pour rapprocher nos normes. Là, pour la première fois, on négocie un accord avec un pays qui nous quitte. Donc l'enjeu est aussi d'avoir des normes qui restent équivalentes, les pousser aussi dans les engagements qu'ils pouvaient avoir à nos côtés, par exemple le respect de l'accord de Paris. Donc la négociation, elle est très compliquée et ce qu'on dit du côté européen, c'est que justement la pêche ne doit pas être la variable d'ajustement de cette négociation. Certains experts craignent que le Royaume-Uni ne devienne ce qu'ils appellent un Singapour sur Tamise. Alors, un peu d'histoire pour bien comprendre cette notion. La rupture entre Singapour et la Malaisie en 1965 lui a permis de développer une économie de marché libérale qui a longtemps été l'une des plus compétitives au monde avant de rentrer en récession au deuxième trimestre de cette année. Aujourd'hui, pour certains observateurs, donc, il existe un risque pour l'Union européenne, c'est que le Royaume-Uni devienne une sorte de Singapour sur Tamise. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que le Royaume-Uni peut faire du dumping fiscal, social et environnemental ? Est-ce que vous craignez cette... C'est exactement la crainte principale et c'est le message qu'on évoque tous, le négociateur, le Parlement européen aux Britanniques. L'enjeu, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils veulent accéder à notre marché. Donc ils ne veulent pas de droits de douane, ils ne veulent pas de quotas. Et nous, on leur dit très bien, mais pour ne pas avoir de droits de douane, vous ne pouvez pas faire de dumping. Donc sur le plan social, sur le plan, c'est-à-dire le droit des travailleurs, sur le plan fiscal, sur le plan, donc là, ce sera les aides d'État notamment, et sur le plan environnemental. J'évoquais à l'instant l'accord de Paris. Là aussi, s'ils ont des normes qui sont moins disantes que l'Union européenne, qui en part à elle vient par exemple de voter la loi climat. Donc on demande de plus en plus de choses, que ce soit nos agriculteurs, que ce soit nos entreprises. Mais si nous avons juste à notre frontière un État qui ne va plus dans cette logique, effectivement, ça crée de la concurrence déloyale. Et du point de vue des échanges commerciaux, qu'est-ce que ça va changer pour le Royaume-Uni ? Est-ce qu'il ne pourra plus bénéficier des accords signés par l'UE auparavant et avec d'autres pays ? Il va devoir négocier en direct lui-même avec tous les pays des nouveaux accords commerciaux, comme il a pu le faire notamment avec le Japon récemment ? C'est exactement ça. En fait, c'est ce que on a donc eu un mariage pendant longtemps et en fait, il faut voir que sur le volet commercial, la compétence, c'est l'Union européenne qui l'exerce. C'est l'Union européenne qui négocie au nom de tous ses États membres des accords commerciaux. On en parle beaucoup en ce moment, que ce soit sur le Mercosur ou avec le Canada également. Donc c'est vraiment l'Union européenne. Donc quand vous quittez l'Union européenne, vous ne faites plus partie de cet accord bilatéral. Donc ils devront négocier justement eux. Et on voit bien, ce qui est important, c'est quand vous négociez avec l'Union européenne, vous avez un poids dans les négociations parce que votre marché intérieur est important. Donc ils auront effectivement beaucoup à perdre. Et ce qu'on leur dit aussi, pour faire le lien avec votre question précédente, c'est que s'ils s'éloignent aussi de nos normes sociales, fiscales, environnementales, ce sera d'autant plus compliqué pour eux de négocier de nouveaux accords. Pour terminer, si un accord est finalement trouvé, il devrait être conclu au plus tard début novembre pour permettre au Parlement européen de l'adopter et à certaines assemblées nationales de le ratifier avant la fin de la période de transition qui durera jusqu'au 31 décembre. Rien n'est joué, même en cas d'accord. Le projet pourra encore être rejeté même s'il y a un accord. Bien sûr, on a vu tous les débats du côté britannique. Nous, du côté Parlement européen, on est très clair. On dit qu'il est nécessaire d'avoir un accord, mais on ne veut pas n'importe quel accord. Justement, on a longuement évoqué la pêche, on évoque les distorsions de concurrence. Si sur ces points, le Parlement européen n'est pas rassuré,
nous ne voterons pas cet accord. Mes collègues nous avons co-signé une tribune justement qui dit que accord très bien, mais pas mauvais accord et pas la pêche en tant que variable d'ajustement. Je pense que ça sera la voix du Parlement européen également, qui a toujours poussé le négociateur dans ce sens et à préserver l'unité européenne et puis à préserver les droits des citoyens, parce qu'il ne faut pas oublier également, on parle beaucoup d'accords commerciaux, mais nous avons énormément d'Européens installés justement du côté de Britannique et puis énormément de Britanniques installés dans nos territoires également. Donc il faut trouver un accord qui soit équilibré, juste pour toutes les parties. Alors maintenant, Marie-Pierre Védrenne, pour finir cette émission, avant de se quitter, nous allons faire le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides. Alors nous commençons tout de suite. Une tenue correcte pour aller à l'école, pour vous, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà, je pense, une tenue dans laquelle on se sent bien, parce que c'est important d'être bien pour pouvoir être dans les bonnes conditions d'apprentissage. Et je pense que c'est une tenue dans laquelle on se sent bien. Quel est l'hymne européen ? C'est l'Ode à la joie, mais je ne chanterai pas. Bonne réponse. Quel serait pour vous le meilleur Premier ministre ? Le meilleur Premier ministre ? Le Premier ministre en France, oui. Du coup. J'aime beaucoup Édouard Philippe, mais j'apprécie aussi Jean Castex. Quitter la ville pour s'installer à la campagne, c'est un souhait de nombreux citadins depuis la crise du sanitaire. Qu'en dites-vous ? C'est ce que j'ai fait. Vous l'avez fait également. Quelle est la devise de l'Union européenne ? Unis dans la diversité. Bonne réponse encore. Et enfin, quel est le dernier livre que vous avez lu ? Femme puissance de Léa Salamé. Merci Marie-Pierre Védrenne d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Je vous en prie. Que fait l'Europe dans notre quotidien ? La fin du géoblocage. Olivia Schmoll nous en dit plus. Zone Europe. Vous êtes en voyage d'affaires en Allemagne et vous risquez de louper la retransmission d'un match du PSG. Vous êtes en Hongrie et vous craignez de ne pas pouvoir regarder les nouveaux épisodes de La Casa de Papel. Rassurez-vous, vous pouvez profiter de vos abonnements numériques lors de vos séjours temporaires dans l'un des pays de l'Union européenne. De nouvelles règles sur la portabilité des services de contenu en ligne établies par le Parlement européen et le Conseil sont entrées en vigueur le 1er avril 2018. Les plateformes vidéo comme Netflix, MyCanal, Amazon Prime, les services de musique en ligne comme Deezer, Spotify ou Apple Music, les jeux en ligne comme Steam ou Origin ou encore les plateformes de e-book sont concernés. La portabilité des abonnements ne s'applique qu'aux services payants, en sont exclus les plateformes de replay de certaines chaînes, de télévision et de radio. 64% des Européens utilisent Internet pour jouer à des jeux, visionner des images, regarder des films ou écouter de la musique. Les expressions populaires, être fou, les Français disent avoir une case en moins. Pour les Belges, c'est ne pas avoir toutes ces frites dans le même cornet. Que dit-on ailleurs ? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. En Allemagne, on dit nicht alle Tassen im Schrank haben, ce qui signifie ne pas avoir toutes les tasses dans le buffet. Au Portugal, on dit ter um parafuso a menos, ce qui signifie avoir une vis en moins. Au Royaume-Uni, on dit to have bats in the belfry, ce qui signifie avoir des chauves-souris dans le beffroi. En Espagne, on dit le falta un tornillo, il lui manque une vis. Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.